Speak, prosodie rate égale 90% à 7 ans, Isabelle de France a été contrainte d'épouser Eduardo II. Comment une fille victime d'une alliance politique est devenue une reine vindicative capable de renverser son propre mari. Découvrez votre histoire choquante. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez Isabelle, une fille de seulement 7 ans, entourée de luxe inimaginable. Vous le voyez grandir au cœur de la cour française, une vraie princesse baignée en soie et en or. Ses jours sont remplis de danses élégantes, de cours d'étiquette et du murmure constant de la noblesse qui les entoure. Un monde de privilèges, où chaque caprice devient une réalité, sans soupçonner le destin qui l'attend. Malgré l'opulence, l'enfance d'Isabelle n'était pas exemptée de la rigidité du tribunal. Vous la voyez apprendre les règles complexes du vrai label, avec ses leçons de danse, la musique et l'histoire de sa famille puissante. Son éducation a été conçue pour faire d'elle la reine parfaite, une figure digne de représenter la France sur la scène internationale. Mais elle n'était qu'une fille. N'oubliez pas qu'elle a joué dans les vastes jardins du palais, entourée de serviteurs attentifs à chacun de ses pas. Vous imaginez qu'elle partage des moments d'innocence avec ses frères et sœurs, créant des souvenirs éphémères qui contrasteraient brutalement avec la réalité de son avenir. Une vie de jeu pour enfants et de rire, avant que la politique ne l'engulpe. Mais ces jours d'innocence ont été comptés. À cœur de Paris, un traité a été signé, un document qui scellerait votre destination pour toujours. Le traité de Paris, une transaction politique froide entre les royaumes, a fait de vous un article clé dans un jeu de pouvoir beaucoup plus important que vous. Votre avenir, votre vie lui-même, a été négocié sans votre consentement, sans comprendre les implications de ce qui se passait. En échange d'une alliance stratégique, de la promesse d'une paix fragile entre la France et l'Angleterre, votre main a été offerte comme un vêtement. Ils vous ont promis un avenir brillant, une vie de luxe et de grandeur avec un roi. Mais la réalité était beaucoup plus sombre. Vous étiez une petite fille innocente, sur le point d'être livrée à une destination inconnue, à un mariage fixe qui définirait le reste de vos jours. Personne n'a pensé à vous, à vos désirs, à vos peurs. Vous étiez une monnaie, un outil pour assurer la stabilité politique entre deux nations. Votre innocence a été sacrifiée sur l'autel de la vraie ambition. À 7 ans, votre vie a cessé d'être à vous. Le traité de Paris, ce document apparemment insignifiant, a fait de vous une princesse promise, une future reine, et en même temps, une victime impuissante du jeu politique. Ce traité, signé avec de l'encre froide et une ambition excessive, a scellé votre destin. Vous vous êtes éloigné de votre maison, de la chaleur familiale du palais parisien, vers une terre inconnue, à un tribunal anglais qui vous attendait avec des craintes cachées après une façade de protocole. Vous avez imaginé le voyage. Jour sans fin dans la voiture, des paysages qui glissent flous des yeux, le poids de la couronne encore trop gros pour vos petites épaules. Au revoir était un tourbillon d'émotions contenues. Hurle de câlins, larmes silencieuses de votre famille, l'écho des chuchotements qui parlaient d'alliance et de pouvoir. Alors que vous, juste une fille, absorbez la réalité de votre nouvelle vie, un futur incertain qui vous attendait de l'autre côté du canal de la Mancha. Chaque visage connu était lentement effacé du paysage, laissant une profonde tristesse dans votre cœur. La mer, immense et grise, semblait refléter l'incertitude que votre âme remplissait. Le voyage était long et monotone. Les jours étaient confus entre le swing du navire et la monotonie de l'océan. Mais même au milieu de cette expérience, votre jeune esprit a eu du mal à tenir à l'espoir, à un avenir que vous ne pouviez pas encore imaginer, un avenir qui, malgré tout, pourrait être le vôtre. Vous êtes arrivé en Angleterre, Little Isabelle, un pays froid et gris qui contrastait avec le soleil de France. Le voyage a été long et épuisant, mais rien n'a été comparé au poids de la responsabilité que vous avez assurée sur vos épaules. Rejoindre deux royaumes à travers un mariage concerté. Vous vous souvenez de la cathédrale imposante, froide et sombre, l'arôme de l'encens et de la foule. Vous vous êtes senti petit, insignifiant. Un article sur un comité d'échecs politique. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Eduardo II, votre futur mari, était un jeune homme, mais son regard ne reflétait pas la joie ou l'enthousiasme qui serait attendu lors d'un mariage. Cela semblait distant. Absorbé par ses propres pensées. La cérémonie a été longue et déroutante, pleine de rituels et de prières que vous n'avez pas compris. Ils vous ont placé à côté de lui, et il vous a regardé avec une indifférence qui a gelé votre cœur. Il n'y avait pas d'amour, juste une union politique. Après la cérémonie, l'opulence de la cour anglaise ne vous a pas réconforté. Les visages souriants des courtisans semblaient des masques et le luxe des salles palatiales. Une cage dorée. Vous vous êtes senti seul, perdu dans un monde adulte qui vous a utilisé comme outil politique. Votre enfance, volée par l'ambition des rois et des reines, a disparu comme la fumée de l'encens. Le château de Windsor vous a reçu avec ses murs froids en pierre. C'était immense, un dédale de salles sombres et de pièces vides qui résonnait avec l'écho de votre solitude. Vous vous êtes senti petit et insignifiant dans cet endroit, loin de votre famille, de votre langue, de tout ce que vous saviez. Et la langue anglaise vous semblait étrange, leurs coutumes vous semblaient étranges et la nourriture, de la nourriture. C'était tellement différent de celui de la France que parfois cela vous faisait pleurer de frustration. Nourriture, culture, climat, tout était un défi. Vos seuls compagnons étaient les serviteurs, les gens qui, bien que gentils, ne pouvaient pas combler le vide que vous ressentez dans votre cœur. Vous avez envie de jeu dans le palais français, les rires de vos frères, la chaleur du soleil méditerranéen. En Angleterre, la tristesse semblait infiltrer chaque fissure des murs,
couvrant toute une mélancolie profonde. Les jours se sont produits de la même manière, longs et monotones, entre les cours d'anglais et les cérémonies ennuyeuses que vous avez à peine compris. Peu à peu, cependant, vous avez commencé à vous adapter. Vous avez appris quelques mots en anglais, mais avec des difficultés. Vous avez regardé l'anglais attentivement, essayant de les imiter pour s'adapter. Vous vous accrochez aux petits détails qui ont trouvé le réconfort en monotonie. Un oiseau qui chantait dans le jardin, un rayon de soleil qui a pénétré entre les nuages, la gentillesse d'un serviteur qui vous a fait sourire. Ce sont de petits moments qui ont soulagé le lourd fardeau de votre solitude, de petits éclairs d'espoir dans un monde qui semblait hostile et froid. Immense et solitaire, l'enfance s'estompa. Les murs froids de Windsor étaient des témoins silencieux de votre transformation. En tant qu'enfant effrayé d'une fille d'observateur, vous avez appris à naviguer dans les règles complexes de la cour anglaise, à lire entre les lignes et à comprendre le jeu de puissance qui vous a entouré. Le silence du château est devenu votre allié. Un espace où vous pouviez traiter la solitude et l'humiliation que vous aviez subies, où la douleur est devenue une determination silencieuse. L'étiquette et les cours de protocole sont devenus des armes. Vous avez appris à utiliser votre beauté et votre intelligence comme outils, pas comme des objets d'ornement. Vous avez regardé les femmes de la cour, analysant leurs mouvements, leurs paroles, leurs stratégies. Vous avez commencé à comprendre que votre fragilité apparente était un masque qui, derrière lui, cachait une force latente, attendant son moment pour fleurir. Le mépris d'Eduardo, son obsession pour Gaveston et Penconcé, vous a marqué profondément, mais vous a également renforcé. Vous deviez apprendre à survivre, à vous protéger, à trouver des alliés dans un monde hostile. L'humiliation est devenue du carburant pour votre ambition, une douleur dans une source de puissance. Vous n'étiez plus seulement la princesse d'une fille, mais une femme qui était prête à revendiquer sa place dans le monde, à coûter ce qu'elle coûte. Les intrigues de la cour anglaise ont commencé à tisser autour du vôtre. Vous avez observé, avec un mélange de curiosité et de peur, l'influence croissante de Pierre Gaveston, un homme charmant mais ambitieux qui est devenu le favori du roi Edoardo. Son ascension était fulgurante, passant d'un simple gentleman à un vrai conseiller, accumulant la richesse et le pouvoir à pas de géant. Vous, même une fille, avez commencé à comprendre le sens d'un véritable favoritisme et du poids qui aurait pu avoir dans la vie de quelqu'un. Et prosodie, speak, prosodie rate égale, 90%, l'ostentation de Gaveston et son pouvoir croissant vous ont provoqué un profond inconfort. Ses excès et sa préférence ouverte pour lui étaient évidents pour tout le monde devant le tribunal. Pendant que vous grandissiez, l'apprentissage de la complexité de la vie palatiale, le mépris et l'humiliation sont de plus en plus évidents dans les actions d'Eduardo. Votre position de reine, loin d'être un symbole du pouvoir, est devenue un rappel constant de votre insignifiance aux yeux de votre mari. L'attention et les privilèges qui vous étaient auparavant accordés ont disparu, remplacés par le silence et l'indifférence. Gaveston, avec son arrogance et son manque de respect, vous a ignoré ouvertement, transformant votre vie en une existence de plus en plus solitaire et frustrante. Le mépris de votre mari et l'omniprésence du vrai favori étaient une constante qui vous a rappelé votre impuissance et la vulnérabilité de votre position. L'influence croissante de Gaveston est devenue une ombre constante sur votre vie. Edoardo, absorbé par ses jeux de puissance et en compagnie de son préféré, vous a relégué à l'arrière-plan. Les somptueux fêtes et tournois qu'ils ont célébrés ont été organisés sans votre présence, comme si vous étiez un simple spectateur dans votre propre cour. Et la véritable affection, l'attention d'un mari, était un luxe qui a été refusé. Le dédain d'Eduardo était palpable. Et elle vous a ignoré lors de réunions officielles. Son regard est passé sur vous sans la moindre reconnaissance. Les conversations étaient monotones. Les quelques fois où vous avez échangé des mots avec lui, ses réponses étaient courtes et distantes, comme si votre présence était une nuisance. Et la solitude au milieu du luxe que vous êtes tombé à l'intérieur, un vide que seule la froideur des pierres du château semblait remplir. Vos tentatives pour attirer leur attention, pour obtenir un minimum d'amour, ils ont trouvé un mur d'indifférence. Les lettres que vous avez écrites, pleines d'innocence et d'espoir, ont été laissées sans réponse. Les cadeaux que vous avez faits, ont fait attention, ne sont pas ouverts. L'humiliation croissante vous a poussé vers une amertume qui a grandi avec chaque jour qui passait, semé les graines d'une vengeance future. Les humiliations étaient constantes. Vous aviez l'air légué à l'arrière-plan, tandis qu'Eduardo a donné ses caprices avec Gaveston. Un jour, tout en regardant le tribunal depuis une fenêtre, l'indignation vous a inondé. Tu n'étais pas seulement une fille. Vous étiez une reine et vous méritiez le respect. Et la patience s'était épuisée. Vous avez décidé qu'il était temps d'agir. Votre première confrontation a eu lieu lors d'une réception au palais. Eduardo, entouré de ses favoris, vous a délibérément ignoré. C'est alors que vous vous êtes levé, avec une dignité imposante qui a surpris tout le monde. Votre voix, claire et ferme, a résonné dans la grande salle, revendiquant votre position et dénonçant le mépris de votre mari. Des mots résonnaient comme du tonnerre. Vous n'avez pas demandé pardon, ni rétractation. Vous aviez ouvertement défié votre roi, votre mari et son cercle de pouvoir. Et la tension dans la pièce était palpable. Un silence sépulcral a suivi votre discours. Vous aviez planté la graine de la rébellion, un acte audacieux qui marquerait un avant et après dans votre vie. L'indignation est devenue un bon espoir avec la naissance d'Eduardo, votre premier-né. Un petit qui, contrairement à vous, semblait tout avoir. C'était l'héritier, le futur roi,
un symbole de la continuité dynastique. Son arrivée dans le monde était un rayon de soleil au milieu de la tempête qui était votre mariage. À ce moment-là, peut-être pour la première fois, vous avez ressenti une véritable connexion avec Eduardo. Non pas en tant que roi, mais comme le père de votre fils. Un lien qui, bien que faible au début, serait renforcé au fil des ans. Vous avez regardé votre enfant, petit mais avec une force latente, et pensé à l'avenir. Un avenir qui, jusqu'à ce moment, semblait sombre et incertain. Mais maintenant, avec Eduardo dans vos bras, vous avez vu une possibilité de changement. Un moyen de s'échapper de l'humiliation et de l'indifférence de votre mari. C'était un espoir fragile. Oui, mais un espoir après tout. Un peu de flamme dans l'obscurité de votre mariage. Little Eduardo est devenu votre ancre, votre raison d'être. Pendant que vous le goûtez, pendant que vous le récompensez, vous rêvez d'un avenir différent, un avenir où il ne subirait pas la même humiliation que vous aviez endurée. Un avenir où il régnerait avec la justice et la grandeur. Un avenir que vous pourriez aider à construire, à ce qu'il en coûte. Ce petit être dans vos bras était votre promesse de vengeance. La graine de votre futur pouvoir. Et prosodie, et speak. Prosodie rate égale 90%. Mais l'arrivée d'Eduardo n'a pas changé la réalité de votre mariage. Et la cour, un foyer intrigue, a été encore plus convulsé par la présence de Pied-Gaveston, le favori du roi. Son ascension était fulgurante. Passant du simple gentleman au comtage de Cornouailles, accumulant la richesse et le pouvoir à un rythme vertigineux. Vous, juste un adolescent, regardez avec un dégoût croissant comment Gaveston est devenu le plus proche confident d'Eduardo, éclipsant complètement la figure du roi. Son influence sur les décisions réelles était évidente, et son arrogance était insultante, même pour les nobles les plus puissants. La tension devant le tribunal était palpable. Les nobles, traditionnellement puissants, ont été relégués à l'arrière-plan par l'influence de Gaveston. Leurs privilèges ont été menacés, leurs conseils ignorés. Le ressentiment a augmenté, nourrissant un climat de complot et de murmures. Vous, bien que jeune, vous avez perçu le danger imminent. Et la situation était explosive. Et la rivalité croissante entre Gaveston et les barons vous a directement affecté, car vous avez ressenti la menace constante que ce conflit puisse déstabiliser davantage votre position déjà précaire. Le véritable favoritisme était scandaleux. Gaveston détenait un pouvoir qui ne lui correspondait pas à droite, dépensant l'argent de la couronne avec débauche et méprisant les traditions anglaises. Son comportement arrogant, son manque de respect pour la noblesse et son influence sur le roi étaient un affront à la tradition et à la stabilité du royaume. Vous, observant de votre position privilégiée mais limitée, vous avez commencé à comprendre que pour survivre dans ce jeu de puissance, vous devrez apprendre à y jouer. Et la rivalité avec Gaveston n'était pas seulement une question de fierté personnelle. Ce fut une lutte pour votre survie et celle de votre enfant. Son ascension était fulgurante, mais a également provoqué la colère des nobles anglais, qui a vu en lui une menace pour son pouvoir. Vous avez regardé à distance, la tension croissante de la cour. Le favoritisme d'Eduardo envers Gaveston était évident, reléguant Isabelle à l'arrière-plan, une femme ignorée au milieu du maelstrom politique. L'opposition à Gaveston est devenue une rébellion ouverte. Les nobles, dirigés par le frère d'Eduardo, rose contre le roi, exigeant l'exécution de son favori. Vous avez présenté le pouvoir de l'ambition et de la cruauté de la politique médiévale, un monde qui vous a enveloppé sans pitié. Gaveston, malgré une véritable protection, a été capturé et exécuté. Sa chute a été rapide et brutale. Une leçon pour tous ceux qui ont osé défier le pouvoir de la noblesse anglaise. Pour vous, c'était une avance de ce qui allait arriver, un regard sur l'instabilité et la violence qui ont défini votre vie. Cependant, la mort de Gaveston n'a pas apporté la paix. Et la tension était toujours latente et l'inimitié entre le roi et ses nobles ne s'était que aggravée. Et la victoire des nobles était éphémère, juste un bref répit avant la prochaine tempête. La chute de Gaveston avait été un coup, mais il ne vous avait pas préparé pour l'arrivée de Hugh Pantoncé. Plus jeune, plus ambitieux et avec une soif de pouvoir encore plus grande que celle du véritable favori précédent. Vous avez regardé en augmentant l'agitation comment Eduardo II, aveugle pour le culte, l'avait soulevé à des positions d'immense pouvoir. Ignorant complètement les avertissements de la noblesse. Le tribunal est devenu un champ de bataille silencieux, où les yeux chargés de ressentiment traversaient entre les nobles et les partisans du garde-manger. L'humiliation a rendu plus de force que jamais. Non seulement vous avez été ignoré par votre mari, mais Pansé et leurs supporters vous ont traité avec manque de respect, comme si vous étiez une figure décorative simple, manquant de puissance et d'influence. Vos tentatives d'intervenir dans les affaires d'État ont été rejetées avec la froideur, et l'oppression croissante de la noblesse anglaise, désormais alliée à vos ennemis, vous a laissé de plus en plus isolé. La situation n'était pas durable. Vous, une princesse, une reine, avez été réduit à un simple spectateur de votre propre malheur. Le tribunal était devenu une prison d'or, où chaque jour c'était un nouvel affront à votre dignité et à votre position. Mais au fond de votre cœur, une flamme de rébellion a commencé à brûler. Vous n'étiez plus la fille innocente qui avait été emmenée en Angleterre, mais une femme blessée et furieuse, prête à se battre pour sa réclamation. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. La chute de Gaveston avait été un coup, mais avec Hugh Pantoncé,
la situation a empiré. Ce nouveau vrai favori, encore plus ambitieux que son prédécesseur, a établi un régime d'horreur. Imaginé. Des taxes exorbitantes qui ont ruiné la noblesse et les gens plats. Et la richesse du royaume coulait vers les poches de Garde-Manger et ses alliés. Tandis que vous et d'autres, vous avez vu plonger dans la misère. Le royaume a plongé dans une profonde crise. L'administration a été corrompue au cœur. Les juges ont été achetés. La justice était bondée pour favoriser les garde-manger et leurs hommes de main. Vous auriez pu voir comment la loi a été appliquée arbitrairement, en bénéficiant quelques-unes tandis que la plupart en souffraient. L'oppression était totale. Le Pentensor a approprié les terres, les châteaux et toute richesse qui s'est traversée. Et la noblesse, humiliée et appauvrie, a observé l'impuissance de la façon dont le royaume a été détruit. Pour vous, la vie quotidienne est devenue une lutte constante pour la survie, une lutte contre l'injustice et la tyrannie. Avec Ancers consolidant son pouvoir, l'humiliation d'Isabelle est devenue insupportable. Ce n'était plus seulement l'indifférence d'Eduardo, mais la démonstration ouverte du mépris pour un vrai favori. Vous voyez comment, en secret, ils commencent à tisser un réseau d'alliances. Cela commence avec leurs femmes d'entreprise, des femmes de confiance qui partagent leurs frustrations et leur soif croissante pour se venger. Ils deviennent leurs premiers confidents, les oreilles auxquelles ils chuchotent leur évasion et leurs plans futurs. Mais Isabelle a besoin de plus que des chuchotements dans une caméra. Elle a besoin d'un réel pouvoir. Et pour cela, il a besoin d'alliés puissants. Ses lettres secrètes, écrites avec une calligraphie élégante mais ferme, se rendent en France. Sa famille. N'oubliez pas qu'elle est une princesse, et bien que son mariage ait été un échec, son vrai sang a encore du poids. Rappelez-vous son frère, sa mère, ses proches. Ils sont leur seul espoir de briser les chaînes de leur prison d'or. La réponse ne prend pas longtemps à arriver. Ce n'est pas une réponse ouverte, ni une déclaration de guerre, mais une promesse de soutien en soirée. Un réseau de contacts qui s'étend le long du canal de la Manche. Les nobles français, mécontents de la politique anglaise, se présentent à Isabelle une opportunité. Une occasion de déstabiliser Eduardo, de gagner du terrain et de la puissance. Et la reine, isolée et humiliée, y trouve l'écho de ses propres désirs de vengeance. La première brique à construire son avenir. La goutte qui a rempli le verre était l'humiliation publique devant le tribunal, devant Pentensé et ses hommes de main. Vous imaginez, la reine, la princesse de France, réduite à un simple objet de moquerie. Ce jour-là, quelque chose à l'intérieur d'Isabelle s'est cassé. Ce n'était pas seulement le manque de respect d'Eduardo, c'était la blessure profonde à sa fierté, à sa dignité. Et il n'y avait pas de retour en arrière. L'idée de s'échapper, de chercher refuge, a commencé à germer dans son esprit. Une étincelle de rébellion au milieu de l'obscurité. Avec l'aide d'alliés secrètes, Isabelle a planifié son évasion. Ce n'était pas une simple escapade. C'était un acte de courage désespéré. Une nuit sombre et orageuse, profitant de la distraction du roi, Isabelle a lancé un voyage clandestin sur le continent. Et elle a laissé l'opulence et la misère de la cour anglaise. Un avenir incertain l'attendait. Mais l'espoir de la liberté l'a poussée en avant. Et elle a tenu la promesse de vengeance. L'exil était une période d'incertitude et de planification. En France, Isabelle a demandé son soutien parmi sa famille et ses anciens alliés. Et elle n'était pas seule dans son combat. Là, loin de l'ombre d'Eduardo et de Pansé, il a commencé à tisser son réseau de complots. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque promesse scellée avec une poignée de main, a été une autre étape vers son objectif. La récupération de leur dignité et la chute de son mari. L'exil était le creuset où il a forgé sa vengeance. Ce jour-là, quelque chose à l'intérieur d'Isabelle s'est cassé. L'humiliation était l'étincelle qui a déclenché une flamme de rébellion dans son cœur. Au milieu de la cour anglaise, si oppressive et pleine d'intrigues, il a comparu Roger Mortimer. Un homme attrayant, intelligent et ambitieux, avec un look pénétrant qui semblait lire votre âme. Il représentait tout ce qu'Eduardo II n'était pas: fort, déterminé et disposé à défier le pouvoir établi. Pour Isabelle, c'était un phare d'espoir au milieu d'eux. La tempete /prosody /speak. Speak, prosody =, 90%, Mortimer, un noble banni par le roi, a vu une opportunité à Isabelle. Une reine des sans-abri, a marre des abus de son mari et de son amant. Pentensé. Elle a offert sa protection, son soutien et, surtout, son confort. L'attention que Mortimer lui a accordée était un baume pour sa fierté blessée. Ses conversations, initialement prudentes, sont rapidement devenues des rencontres secrètes, chargées d'une tension palpable. Petit à petit, une alliance dangereuse a été forgée entre eux. Une alliance basée sur le ressentiment, l'ambition et une passion brûlante qui a transcendé les conventions sociales. Isabelle, initialement prudent, a été enveloppée par le charme de Mortimer, pour sa promesse de vengeance et sa vision d'un avenir différent. Elle, la princesse de France, la reine humiliée, est devenue une pièce clé dans un jeu de puissance beaucoup plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Cet homme, Roger Mortimer, était tout ce qu'Eduardo II n'était pas: charismatique, audacieux et avec une soif de pouvoir qui correspondait à la sienne. Dans les chuchotements initiaux, lors de réunions secrètes du palais Jardine, Isabelle a dessiné son plan. Ce ne serait pas une simple évasion, mais une rébellion, un coup d'État qui le retournerait à sa place, mais cette fois, en tant que reine, pas en tant que prisonnier. Est la première étape pour gagner la confiance des nobles malheureux avec le règne de son mari.
La tâche n'était pas facile. De nombreux nobles doutaient la capacité d'une femme, même une reine, pour diriger une rébellion. Mais Isabelle, avec son intelligence et son charme inné, savait comment tisser un réseau d'alliances. Il a promis la richesse, le pouvoir et la promesse d'un règne juste et prospère, contrastant avec la corruption et le despotisme d'Eduardo. Chaque rencontre secrète, chaque serment de loyauté, a été un autre pas vers son objectif. Pendant ce temps, Mortimer, avec son expérience militaire, était en charge du recrutement et de la formation d'une armée. Le recrutement a été lent et prudent, sélectionnant uniquement ceux qui ont partagé leur vision et leur haine par Eduardo. Les réunions de nuit se produisaient, les plans ont été perfectionnés et la tension a augmenté avec chaque jour. Et la conspiration était une montre de sable et le sable a été rapidement épuisé. De ces braconniers, l'idée d'une conspiration était le brassage. Un plan audacieux que seule une femme avec le ressentiment d'Isabelle pouvait concevoir. Et la réunion secrète a eu lieu dans une abbaye, sous le manteau de la nuit. Imaginez clignoter des bougies projetant des ombres allongées sur des visages tendus, conspirant à voix basse, complotant la chute d'un roi. Mortimer, avec son charisme naturel, a convaincu noble mécontent du règne d'Eduardo. Il y avait un mécontentement latent, une accumulation de ressentiments pour les taxes excessives et l'ineptie du roi. Peu à peu, l'idée d'un soulèvement armé a commencé à prendre forme, une armée secrète et puissante, prête à défier le roi. Le financement était la partie la plus complexe, mais Isabelle, avec ses contacts devant la cour française et sa propre ingéniosité, a réussi à rassembler les fonds nécessaires. Rappelez-vous, elle était une princesse et sa famille ne l'a pas complètement oubliée. Avec l'argent assuré, le recrutement de soldats a commencé en secret, dans l'ombre de la nuit, loin des yeux curieux du roi. Peu à peu, une armée a été formée, alimentée par la promesse d'une nouvelle ère, une époque sans Eduardo. Et la conspiration prenait forme. Une armée prête à défier le pouvoir établi, une armée avec une reine blessée comme son chef et un amoureux ambitieux à ses côtés. Le moment de la vérité approchait. Sous le manteau de la nuit, la flotte française s'est approchée des côtes anglaises. Vous avez vu la côte, sombre et menaçante. Tandis que les bougies gonflaient avec le vent, portant Isabelle et son armée vers l'incertitude. L'air était chargé de tension. La promesse de la bataille suspendue dans l'environnement. Ce fut le début d'une guerre civile qui changerait pour toujours le cours de l'histoire anglaise. L'atterrissage était furtif, l'obscurité son meilleur allié. La nouvelle de l'atterrissage s'est propagée comme une poudre à canon. Eduardo II, confiant en sa possession, a sous-estimé la menace, son arrogance l'a aveuglé. Les forces loyales au roi se mobilisent, mais la détermination d'Isabelle et l'efficacité de sa stratégie ont surpris beaucoup. Les soldats ont débarqué rapidement et efficacement, prêts à affronter leur adversaire dans une bataille décisive. Le conflit était sur le point de commencer. Prosodie, speak. Prosodie Rategal, 90%. La première bataille a été brutale. La loyauté a été divisée. Frères contre les frères, amis contre des amis. Vous avez présenté le combat de mêlée, le choc des épées et le cri de guerre. La victoire n'a pas été facilement décidée. Mais la stratégie d'Isabelle, guidée par Mortimer, était décisive. Petit à petit, les forces d'Eduardo donnaient du terrain. Son armée, autrefois puissante, s'effondrait avant l'offensive. L'effondrement de l'armée royale était rapide. Castillo après Castillo est tombé sur Isabelle. Et la guerre civile s'est étendue dans tout le royaume. Le règne d'Eduardo II, autrefois un symbole de pouvoir, s'effondre maintenant avant la détermination implacable de sa femme. Et la victoire d'Isabelle semblait inévitable. Et sa vengeance était sur le point de consommer. La côte anglaise s'est approchée. Avec elle, la menace de la bataille. Vous avez vu les hommes d'Isabelle, fatigués mais déterminés, préparant la confrontation. Boroughbridge, un endroit qui descendrait dans l'histoire, a été aperçu à l'horizon. Un scénario d'une confrontation cruciale qui déciderait de l'avenir de l'Angleterre. Le vent a apporté l'odeur des terres humides et le bourdonnement des préparatifs militaires. Et la tension était palpable. Un mélange de peur et d'anticipation qui vous traversa la colonne vertébrale. L'armée d'Eduardo II, loyale mais dépassée en nombre, s'attendait à l'attaque. Vous avez observé des formations militaires. La stratégie d'Isabelle se déplaçant précisément. C'était une danse mortelle. Un jeu d'échecs où chaque mouvement comptait. Et la bataille a commencé par une pluie de flèches, le son de l'acier contre l'acier, les cris de guerre et le coup des sourds des épées. La stratégie d'Isabelle, un mouvement audacieux et risqué, vous laisserait à bout de souffle. La victoire a été écrasante. Vous avez présenté la défaite des fidèles à Eduardo II. Leur rang brisé et dispersé. La stratégie d'Isabelle avait parfaitement fonctionné. Le champ de bataille, autrefois plein de vie et de mouvement, se trouvait maintenant en silence, couvert par des morts et des blessés. Le triomphe était le sien, un pas de plus vers l'objectif final. Détrôner son mari. Le bruit du silence après la bataille, interrompu uniquement par le gémissement des blessés, a résonné dans vos oreilles. Boroughbridge est tombé. La victoire était la vôtre, Isabelle. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Eduardo, votre mari, a été capturé. J'imagine la scène. Le roi, autrefois puissant, humilié, conduit en tant que prisonnier. Ses yeux, pleins d'incrédulité, reflétant la fin de son règne. La fin de son pouvoir. L'humiliation qu'il vous avait infligée vous a maintenant été renvoyée. Et la chute du roi était un spectacle pour tout le monde. Une leçon pour ceux qui ont osé vous sous-estimer. Sa captivité était une agonie lente. Je vous imagine, l'observant à distance,
une sensation complexe en vous, la vengeance, peut-être, mais aussi un étrange sentiment de libération. Lui, qui vous avait méprisé, qui vous avait ignoré, était maintenant à votre merci. Ses jours de luxe et d'excès étaient terminés. Son pouvoir, son influence, avait disparu. Et elle n'y avait que l'écho de ce qui était autrefois. La fin est venue rapidement, ou peut-être, avec une lenteur tortueuse. L'histoire chuchote sur un meurtre brutal, un dernier acte de violence qui a marqué la fin d'un règne et le début d'une nouvelle ère. Mais la vérité, comme toujours, reste cachée dans l'ombre du passé. Un mystère enroule la mort d'Eduardo II, un mystère que l'histoire, malgré les siècles, n'a pas encore réussi à résoudre complètement. Seulement vous, Isabelle, connaissez vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Avec Eduardo emprisonné, votre attention se concentre sur l'ancêtre. Hugh, le père, et son fils, le favori du roi, étaient les symboles de l'oppression que vous avez souffert pendant des années. Et sa chute était essentielle, non seulement pour assurer votre position, mais pour satisfaire la soif de vengeance qui vous a consommé. Et la colère du peuple, alimentée par vos actions, est devenue une tempête imparable contre eux. La chasse a commencé. Hugh, vieux et fatigué, a été capturé en premier. Son jugement a été rapide, brutal, une parodie de justice, mais satisfaisant pour vous. N'oubliez pas l'humiliation que vous avez subie. Rappelez-vous l'insolence du jeune ancêtre. Et la vengeance était froide, mais efficace. L'exécution de Hugh était un salon public, une démonstration de votre pouvoir. Le jeune Pantancé, plus insaisissable, a essayé de fuir, mais son destin a été scellé. Ils l'ont trouvé caché, son arrogance brisée, son pouvoir délavé. Et sa mort, tout aussi violente que celle de son père, a été l'aboutissement de votre plan, la fin d'une époque d'humiliation pour vous. Son sang a taché la terre, scellant votre victoire, pour l'instant. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%, avec l'affaire vaincue, la vengeance d'Isabelle a approché son point culminant. Eduardo, votre roi, était prisonnier. Son règne un triste souvenir d'humiliation. La chute des vrais favoris avait permis la voie pour le prochain acte. Un acte qui scellerait à jamais le sort d'Eduardo et changerait pour toujours le cours de l'histoire anglaise. Les ombres du château de Berkeley planaient sur l'avenir incertain du monarque. On dit que la mort est venue sous la forme d'un fer chaud, introduit dans son anus. Une mort brutale et ignominie qui reflète la cruauté impitoyable de vos ennemis. D'autres parlent d'un meurtre plus silencieux, exécuté par des mains expertes et furtives, mais la cruauté de sa fin reste immuable. L'image de son agonie a été enregistrée dans la mémoire collective de l'époque, une fin digne d'une tragédie médiévale. Le meurtre d'Eduardo II a marqué un tournant dans votre histoire. Isabelle, la fille qui avait été livrée en mariage pour consolider une alliance politique, était devenue la femme qui avait renversé un roi. Son ambition, sa soif de vengeance, avait transformé une victime en une figure puissante. Bien que son règne soit également marqué par la controverse et l'instabilité. La mort d'Eduardo était la fin d'une époque, le début d'une autre. Avec Eduardo emprisonné, la situation était entre vos mains. Vous n'étiez plus seulement la reine méprisée, la femme humiliée. Maintenant, avec le soutien de l'armée et l'influence de Mortimer, vous êtes devenu la figure centrale du pouvoir en Angleterre. Le Parlement, initialement réticent, s'est penché devant votre force et votre détermination. Le sort de la nation reposait sur vos épaules, une immense responsabilité, mais aussi une occasion sans précédent de changer votre propre histoire et celle de votre royaume. La régence vous a donné un pouvoir absolu. Vous pouvez nommer et rejeter vos ministres, contrôler les finances et dicter la politique du royaume. C'était une situation exceptionnelle, un changement radical concernant la vie de l'humiliation et le mépris à qui vous avez soumis. Et la couronne, symbole de votre victoire et la fin de l'oppression, a été fermement installée dans votre tête, gagnant à la lumière des bougies. Votre ascension était météorique. En tant que victime de Regent Queen, le changement était radical. L'humiliation du passé s'estompa, remplacée par le respect, bien que parfois mélangé à la peur, qui vous entoure maintenant. Vous aviez réalisé l'impensable. Renverser votre propre mari, un roi, et prendre les rênes du pouvoir. Le poids de la couronne, cependant, était immense. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, vous l'avez contrôlé. Maintenant, avec Eduardo derrière les barreaux, vous, Isabelle, vous étiez le vrai souverain de l'Angleterre. Mais vous n'avez pas redémarré seul. À vos côtés était Roger Mortimer, votre amant, votre conseiller et l'homme qui a géré les fils de puissance de l'ombre. Son influence était immense et son ambition insatiable. Chaque décision que vous avez prise, chaque décret que vous fermez, a porté la marque indélébile de sa volonté. Mortimer s'est entouré de ses propres hommes, nommant ses alliés à des positions clés dans l'administration et l'armée. La noblesse, habituée à l'inefficacité d'Eduardo, s'est adaptée à ce nouveau gouvernement, bien qu'avec des soupçons. Vous, Isabelle, vous avez été emportée par le tourbillon du pouvoir, jouissant de la liberté et de l'influence que vous n'aviez jamais eu auparavant. Mais la dépendance de Mortimer était dangereuse, une corde qui vous a lié autant qu'elle vous a élevé. Le règne conjoint, ou plutôt, le gouvernement de Mortimer à travers vous, a été caractérisé par une série de réformes politiques et économiques. Les alliances avec la France ont été renforcées, des améliorations ont été tentées dans l'administration et le pouvoir de la noblesse a été tenté. Cependant, l'ombre de la corruption s'est étendue dans toute la cour, et la richesse du pays s'est précipitée dans les coffres de Mortimer et ses alliés, nourrissant l'insatisfaction croissante de la population. Avec Eduardo emprisonné,
votre règne a commencé. Imaginez l'opulence. Les meilleurs tissus, les bijoux éblouissants, les banquets sans fin dans les palais qui semblaient tirés d'un conte de fées. Le pouvoir a coulé dans vos veines. Mais ce n'était pas le pouvoir d'une reine légitime, mais la puissance usurpée, la saveur douce amère de la vengeance. Chaque luxe était un affront à la mémoire de votre humiliation passée. Un symbole de votre triomphe sur votre oppresseur. Et prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Les parties ont suivi les unes après les autres, une exposition éblouissante de richesse et de pouvoir qui a éclipsé tout autre règne. Votre amant, Roger Mortimer, était à vos côtés dans chaque célébration. Son influence palpable sur chaque décision. Le tribunal est devenu un scénario d'intrigue, où les faveurs royales ont été achetées et vendues avec la même facilité que les soies et les épices. Mais cette opulence était un masque. Sous la surface brillante, la corruption s'est étendue en tant que maladie. Les coffres royaux ont été vidés à un rythme alarmant, remplissant les poches de vos alliés et nourrissant votre propre style de vie extravagant. Le peuple, quant à lui, a souffert sous le poids de taxes de plus en plus élevées, observant amèrement l'ostentation de votre coupe. Mais le pouvoir, comme le miel, attire les mouches. Votre règne, bien que brillant, n'était pas exempté d'ombre. Les nobles Anglais, habitués à un roi faible et manipulé, étaient maintenant éclipsés par l'influence de Roger Mortimer. Son pouvoir, exercé par le vôtre, était intolérable. Murmulot de mécontentement s'est étendu comme une peste, chuchoté dans les couloirs des palais, dans les tavernes sombres, dans les champs. Un ressentiment croissant qui menaçait de transformer votre couronne en un poids insupportable. Les barons, puissants et fiers, n'étaient pas disposés à tolérer l'influence d'un simple gentleman. Même si vous étiez votre amant. Mortimer, avec son ambition excessive, avait accumulé des terres, des titres et des richesses au détriment de sa loyauté. Ses ennemis, de plus en plus nombreux et puissants, ont commencé à conspirer dans l'ombre, à la recherche d'une occasion de se débarrasser de lui et, avec lui, de votre règne. Les complots se sont multipliés, les alliances ont été tissées et se sont débarrassés d'un cadre complexe de trahison. Et la noblesse anglaise, divisée entre les partisans et les ennemis de Mortimer, s'est préparée à une confrontation. Vous, au centre de cette tempête politique, deviez choisir un côté, conscient que toute décision pourrait sceller votre destin et celui du royaume. Mais l'ombre de Mortimer a été trop étendue. Son pouvoir, pétri au détriment de la couronne, a commencé à générer une réinitialisation. Vous avez vu comment leurs décisions, souvent arbitraires et cruelles, se sont nourries au mécontentement entre la noblesse anglaise. Le mécontentement silencieux est devenu murmure, les murmures dans les plans secrets et ses plans dans un complot qui a été tissé dans l'obscurité des palais. Édouard III, votre fils, a regardé le contrôle absolu de Mortimer sur la couronne. L'ambition de son tuteur était palpable, et l'oppression croissante que le royaume n'a fait qu'augmenter la pression sur le jeune roi. En silence, Édouard III a commencé à tisser son propre réseau, à la recherche d'alliés parmi ces nobles qui, comme lui, aspiraient à la fin du règne d'horreur de Mortimer. La conspiration a mûri dans l'ombre, un complot utilisé avec soin et furtivité. Les nobles malheureux, assoiffés de récupérer leur influence, ont rejoint la cause d'Édouard II. Et la chute de Mortimer ne serait pas une simple rébellion, mais un coup précis, une opération millimétrique visant à restaurer l'ordre et à mettre fin à l'oppression qui étouffa l'Angleterre. Le temps de la vérité approchait. Cette rancune, vous l'avez vu grandir, est devenue une tempête qui menaçait de balayer Mortimer et tout son pouvoir. Édouard III, le fils d'Isabelle et un homme fabriqué et droit, ont observé avec une méfiance croissante l'influence de son oncle maternel. L'ambition excessive de Mortimer avait créé trop d'ennemis et le mécontentement populaire a grandi de jour en jour. Le roi, promu par des conseillers plus fidèles à la couronne, était prêt à agir. La nuit de l'arrestation a été rapide et silencieuse. Alors que Mortimer dormait, entouré de la fausse sécurité de son pouvoir, un groupe d'hommes fidèles au roi a fait irruption dans le château. La surprise a été totale. Il n'y avait pas de résistance. Et la chute de Mortimer était aussi soudaine que son ascension, un rappel brutal de la fragilité du pouvoir. Après un essai rapide, Mortimer a été exécuté. Et sa tête, comme un trophée macabre, a été exposée publiquement pour que tout le monde ait vu la fin de leur règne de terreur. Une ère de corruption et d'instabilité est tombée avec lui. Isabelle, qui avait partagé le pouvoir avec lui, était séparée de la cour, son influence politique brisée pour toujours. Son règne de vengeance était terminé. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Ce mécontentement croissant, vous l'avez vu, culminé avec la chute de Mortimer. Édouard III, entraîné par un mélange de devoir filial et d'ambition personnelle, a orchestré l'arrestation de son ancien protecteur. L'accusation était une trahison, mais la vérité, comme c'est généralement le cas, était plus complexe. Justice ou simple vengeance pendant des années d'humiliation subies par votre mère? La réponse est sûrement à un point intermédiaire. Le procès était une farce. Mortimer, privé de ses alliés et de son soutien populaire, a fait face à un tribunal contrôlé par Édouard lui-même. Les accusations ont suivi, l'une après l'autre, y pesant le poids d'années de pouvoir exercé avec une main ferme et parfois impitoyable. Sa défense était faible, impuissante à la détermination du roi. La phrase a été rapide et brutale. Exécution par trahison. Il n'y a pas eu d'appel. Pas même un échantillon de clémence. L'exécution de Mortimer était une exposition publique,
Un acte calculé pour envoyer un message clair à quiconque a osé défier le jeune roi. Pour vous, observateur de ces événements, était-ce justice ou vengeance froide et calculée? La chute de Mortimer a ouvert un nouveau chapitre dans la vie d'Isabelle. Vous savez que son fils, Édouard III, bien qu'il ait agi contre elle, ne la détestait pas en fait. L'ambition du pouvoir et du désir d'assurer la stabilité du royaume les a conduits à une réconciliation inattendue. Et la reine-mère, malgré ses scandales passés, est restée une figure influente, et Édouard II avait besoin de son soutien pour consolider son règne. La rencontre entre mère et fils n'a pas été facile. Des années de trahison et de méfiance se sont interposées entre mais le besoin d'unité et de compréhension mutuelle qui est finalement apparu a scellé une nouvelle étape de leur relation. L'expérience d'Isabelle, sa ruse politique et ses vastes contacts étaient des outils précieux pour Édouard II. Elle lui a offert à son tour l'occasion de se racheter. Bien qu'il n'ait jamais récupéré son ancienne position de pouvoir absolu, Isabelle a trouvé une place dans la cour de son fils. Son influence a été discrètement exercée, ses conseils ont été entendus et appréciés. La réconciliation mère-fils, bien que complexe et nuancée, a marqué la fin d'un chapitre sombre et le début d'une scène de paix relative pour le loup de France, bien que toujours sous l'œil vigilant de son fils, le nouveau roi. La chute de Mortimer était votre salut, mais aussi votre condamnation à mort politique. Édouard III, votre fils, vous avait utilisé, oui, mais vous a également respecté. Maintenant, sans son protecteur, le pouvoir que vous aviez aspiré à disparaître comme brouillard du matin. Et la cour, avant à vos pieds, vous regarda maintenant avec un mélange de peur et de méfiance. Vous n'étiez plus la reine qui avait renversé un roi. Votre richesse, autrefois symbole de votre influence, est devenue un ballast. Vos propriétés ont été examinées, vos finances auditées avec grossesse. Chaque devise, chaque bijou, examiné sous le soupçon de corruption passé. Le luxe qui vous a entouré, avant un signe de pouvoir, était maintenant un fardeau. Et la couronne, si proche, s'est éloignée inexorablement. L'opulence a disparu, remplacée par l'austérité forcée. Les parties somptueuses, les intrigues palatiales, tout ce qui a été laissé. Votre influence politique a été réduite à presque rien. Ils vous ont relégué à l'arrière-plan. Une ombre de votre ancien MOI. Et la cour, avant à vos pieds, vous a maintenant ignoré, ou pire, vous craignez en silence. Votre vie, avant un tourbillon de pouvoir et de vengeance, était maintenant une lente baisse. L'éclipse d'Isabelle était terminée. La reine puissante à la figure oubliée. Votre histoire est devenue un rappel de la fragilité du pouvoir. Un avertissement pour ceux qui ont osé défier la couronne. Et la femme qui avait renversé un roi était maintenant renversée. Le château de Risborough est devenu votre prison d'or. Isabelle. Après la chute de Mortimer, votre fils, Édouard III, vous a confiné, loin du pouvoir et de l'intrigue de la cour. Les murs de pierre vous rappelaient constamment l'ampleur de votre ascension et de votre descente ultérieure. Vous n'étiez plus la puissante reine qui a une fois défié le roi, mais un prisonnier de votre propre ambition. Vos journées entre la monotonie et la réflexion. Les richesses qui vous entourent autrefois semblaient maintenant insignifiantes et pâles d'ombre d'un passé glorieux. Et la compagnie de vos dames d'entreprise, autrefois symbole de votre pouvoir, rappelait désormais votre isolement. L'écho de vos actions a résonné dans tous les coins du château, un jugement silencieux que vous seul pouviez entendre. Prosodie, speak. Speak, prosodie égal, 90%, la mort de votre amant, Roger Mortimer, avait été un coup dévastateur. Mais la perte de puissance était encore plus profonde. Ils ont arraché la couronne, l'influence, le contrôle. Maintenant, vous n'aviez que la mémoire de vos triomphes et l'amertume de vos échecs. Dans la solitude de Risborough, votre règne, si turbulent et passionné, a pris fin. Des années plus tard, dans le silence de votre retraite forcée, la reine Élisabeth, la femme qui a autrefois défié un roi et a gouverné un royaume, a trouvé sa paix, ou du moins une forme de démission. Le château, qui était votre prison, est devenu votre tombe, où l'histoire vous rappellera pour toujours. Risborough est devenu votre nouvelle maison, Isabelle. Un château moins imposant que ceux dans lesquels vous avez mis en file d'attente, mais avec une paix trompeuse. Les murs de pierre, avant le symbole du pouvoir, étaient maintenant les limites de votre vie. Les jours passaient lentement, marqués par le rythme des stations et le silence des longs couloirs. Vous vous êtes consacré à la prière, à la lecture de livres religieux, à la recherche de réconfort dans la foi. Le souvenir de la cour, du pouvoir, de la guerre, a lentement disparu, comme l'écho d'un cri dans le vent. Il n'y avait plus d'intrigue ou de complots palatiaux. Seul le bruit du vent chuchotant entre les pierres, le chant des oiseaux et la compagnie des religieuses qui vous ont aidé. Votre passé vous poursuivait. Oui, mais pas avec la fureur avant. C'était un spectre, une ombre qui s'est estompée au cours des jours. Et la vengeance consommée. La chute de Mortimer avait laissé un vide, un sentiment de vide. Vous aviez gagné, mais à quel prix? Les années passaient, chacun laissant une marque plus profonde sur votre visage, mais aussi dans votre âme. L'amertume a été diluée, laissant de l'espace pour avoir démissionné l'acceptation. Le château de Risborough, votre prison d'or, est devenu votre refuge. Là, dans l'immobilité de ses murs, vous avez trouvé une paix que le pouvoir n'avait jamais pu vous donner. Dans la simplicité de la vie de monacale, en compagnie de la foi, vous avez trouvé une forme de rédemption. Et la reine guerrière était devenue une femme qui cherchait la paix. Les murs de Risborough vous ont entouré, froid et silencieux. Le luxe s'était estompé, remplacé par une austérité qui reflétait votre propre situation. Et la couronne, un symbole de votre passé glorieux,
était maintenant un poids, un rappel constant de la chute. Les longues nuits, la solitude est devenue palpable, un compagnon invisible mais omniprésent. Vous vous êtes retrouvé à examiner les événements, à chercher des réponses dans l'écho de vos décisions. Le rire d'Eduardo, l'agitation de la cour, les intrigues palatiales. Ils étaient des souvenirs distants, presque irréels. Maintenant, seul le silence vous accompagnait, brisé juste par le vent qui siffla entre les fentes de la pierre. Le poids de la culpabilité, les remords des actions du passé, se sont installés sur vos épaules avec la lourdeur d'une dalle. Auriez-vous fait quelque chose de différent? Auriez-vous choisi un chemin différent? Mais entre la tristesse et le repentir, une étincelle de quelque chose d'autre a été allumée. Une flamme de résistance, de détermination. Dans solitude, vous avez trouvé la force de faire face à vos démons, à vos peurs et à la dure réalité de votre nouvelle vie. En silence, vous pouviez entendre la voix de votre propre volonté, une voix qui avait été perdue auparavant dans le torbellino de la cour et les ambitions politiques. Les murs de Risborough vous pèsent toujours, mais maintenant, la froideur de la pierre est différente. Ce n'est plus seulement votre prison, mais le scénario d'un héritage qui s'étend au-delà de vos murs. Votre chute, votre ascension, votre vengeance impitoyable. Tout ce qui vous a transformé en une légende, un exemple pour les femmes qui vous suivent. Un spectre qui poursuit les hommes qui vous ont sous-estimé. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils diraient de vous dans les tavernes de Londres? Maintenant que vous êtes un personnage d'histoire et de chanson, votre histoire, bien que tragique, est devenue un cri silencieux contre l'oppression, un murmure dans les oreilles des futures reines. Vous n'étiez pas seulement une femme abandonnée. Vous étiez une femme qui a contesté les règles, qui s'est levée de la poussière et a pris son destin entre ses mains, quel que soit le coup. Votre audace, votre ambition, votre cruauté. Tout cela a forgé une image complexe, impossible à ignorer. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale, 90%. Beaucoup vous jugeront, ils vous condamneront, ils se souviendront de vous en tant que méchant. Mais tu étais bien plus que ça. Vous étiez victime et bourreau, reine et rebelle. Une femme qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Une marque qui dure dans les annales d'Angleterre et à la mémoire de tous ceux qui connaissent votre nom. Votre héritage, pour le meilleur ou pour le pire, est indélébile. Votre histoire rappelle que même la vie la plus tragique peut avoir un impact profond et durable. Votre vie, Isabelle, était un tissu d'oppression et de décisions désespérées. À 7 ans, ils ont fait de vous un morceau d'un comité d'échecs politique, une devise dans un jeu de pouvoir qui vous a détruit l'enfance. Mais était-ce tout? Étiez-vous juste une victime, une marionnette entre les mains des rois et des ambitions excessives? Ou, au milieu de la souffrance, une force a été forgée en vous, un fer qui vous a fait plus qu'une simple princesse? Le mépris d'Eduardo, sa préférence pour Gaveston et Pansé, vous a humilié publiquement. Ils ont arraché votre dignité, votre position. Cette blessure, cette profonde injustice, était-ce le moteur qui vous pousse à vous venger? Où était la survie, la nécessité de protéger vous-même et votre avenir, ce qui vous a amené à prendre les rênes de votre destin? Votre retour en Angleterre, à la tête d'une armée, est un témoignage de votre audace, de votre capacité à manipuler le pouvoir. L'alliance avec Mortimer, le renversement d'Eduardo, était-ce une réponse juste aux années d'humiliation, ou une soif de pouvoir qui vous a complètement consommé? Où se termine la victime et le bourreau commence dans votre histoire? La mort d'Eduardo, enveloppée de mystères et d'accusations, reste une tâche dans votre héritage. Était-ce un acte de revanche froide et calculant, ou une conséquence inévitable des circonstances? L'histoire vous jugera, Isabelle, mais vous, comment vous jugez-vous vous-même? Votre vie, Isabelle, a été un jeu cruel. Roger Mortimer était-il votre amant ou un outil pour votre ambition? Les historiens discutent si votre relation était une alliance stratégique froide ou une romance passionnée qui vous a conduit à la trahison. C'est une question à laquelle le temps n'a pas pu répondre, un voile de mystère qui couvre une partie de votre règne. Et puis Eduardo, votre mari. Votre meurtre était-il un acte de vengeance justifié ou d'un crime brutal? L'histoire enregistre l'horreur, mais les détails restent flous. Avez-vous commandé sa mort, ou était-ce le travail de Mortimer, qui a probablement géré beaucoup de pouvoir à vos côtés? La vérité, peut-être, a été perdue dans le maelstrom de la violence et de l'ambition. Votre chute en puissance enveloppe également les inconnus. Votre fils, Eduardo III, vous a détruit. Était-ce une trahison attendue, ou une surprise qui vous a laissé vulnérable? Dans quelle mesure Mortimer a conspiré contre vous? Ces questions, qui ont été discutées depuis des siècles, nous laissent avec le sentiment qu'une partie de votre histoire, Isabelle, restera pour toujours en tant qu'énigme. Así que ahí está, tu historia, Isabel. De niña inocente, convertida en reina, luego en una figura poderosa, capaz de derrocar a su propio marido. Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo, y pagó un alto precio por ello. ¿Fue amor, ambición o una mezcla de ambos lo que te impulsó? La verdad, como siempre, permanece en la penumbra, perdida entre los pasillos del tiempo y los silencios de la historia. Tu ascenso y caída fueron meteóricos. De víctima a vengadora, de reina a prisionera. El poder, como la fortuna, es efímero. Te alzaste, rompiste las cadenas de tu matrimonio infeliz, pero la victoria fue agridulce. Tu hijo, Eduardo III, te destronó,
relegándote a una vida de retiro, lejos del esplendor que alguna vez conociste. El precio de la ambición, quizás. Tu legado es complejo, Isabel. Una reina que desafió a un rey, que se convirtió en una figura clave en la historia de Inglaterra. Eras una mujer que jugó el juego del poder con destreza, pero que al final fue derrotada por el mismo juego que dominó. ¿Qué queda entonces? ¿Una reina poderosa, una mujer vengativa o simplemente una víctima de las circunstancias? Espero que hayas disfrutado de la historia de Isabel de Francia. ¡Qué mujer! Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su destino? Déjalo en los comentarios. /prosody/speak